connaissais par cœur, alors que bah, de base je retiens rien, mais vraiment genre le fait d'avoir entendu répéter dans mon cerveau du fait que je l'avais enregistré avec bah, le micro, bah du coup ça m'a permis de le connaître. Donc vraiment je vous conseille de ouf de faire cette technique, ça fonctionne. Et mon exposé en ASGGSP, je l'avais fait genre pendant un mois, genre vraiment pendant un mois. Le prof, comme on ne travaille plus et tout, on avait fait ça et tout en cours, etc. Genre vraiment j'étais hyper confiante. Et le truc de SES, je l'avais fait genre littéralement une semaine avant à l'arrache en 1 heure. Et devinez sur quoi je suis passée? Oui, sur celui de SES. Donc j'avais trop le seum. Ça fait vraiment 2 ans que je n'ai plus revu mes exposés, donc je sais même plus trop de quoi ça parle. Je suis passée à 8 heures. À 8 heures en plus. Non, jamais eu de chance à l'école, enfin bref. Du coup, je vais lire mes petits exposés. Bon, en vrai, je sais pas en papier, je sais que sur mon téléphone. Mais vas-y, on va faire semblant que c'est dessus, comme ça on fait un peu de tapis, et voilà. Carrément. Attendez, parce que par contre, je vois absolument que dalle. Carrément, j'avais écrit Namasté. J'avais écrit Namasté. Du coup, je vais vous lire mon intro. Proche du micro, d'accord? Namasté. Pour certains nationalistes indiens, le Taj Mahal ne représente pas l'Inde, voulant alors le détruire. Car en effet, le Taj Mahal est un monument arabe construit entre 1631 et 1647 par le souverain mongol. Bon, là Johan, je pense que ça se prononce comme ça, afin d'abriter la tombe de son épouse morte lors de l'accouchement de leur 14e enfant. Le Taj Mahal est un muselé en marbre blanc se situant en Inde, dans la ville d'Agra, près de la rivière du Yaouna plutôt. Donc ensuite j'avais plusieurs genre ok, je sais pas trop c'est quoi mon plan en fait, je comprends pas trop. Bref, là j'ai un titre qui s'appelle le Taj Mahal. Donc le Taj Mahal est en fait un ensemble de bâtiments, de jardins, de plans d'eau et de fontaines symétriques dans un terrain rectangulaire. Il comprend 2 mosquées dont une est inutilisée car elle n'est pas orientée vers la Mecque, 4 minarets, une fontaine centrale et 4 plans d'eau organisés en croix, le pavillon des invités et un dôme central. Le Taj Mahal est le plus grand joyau architectural de l'art indo-islamique, inspiré de l'architecture islamique, perse et mongole. Patrimoine. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1983, faisant partie d'une des 7 merveilles du monde moderne depuis 2008, le Taj Mahal attire 7 millions de touristes par an, en faisant de lui le monument le plus visité d'Inde. Franchement, j'espère que vous êtes intéressés par mon exposé. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. Je comprends pourquoi c'était mon préféré. Question. Ainsi, nous allons voir quelles sont les mesures prises par les acteurs du patrimoine indien afin de le protéger du tourisme de masse. Les conséquences du tourisme de masse. En 2018, le Taj Mahal a été classé par le Photos Travel Guide parmi les 10 sites touristiques à ne pas visiter en 2018. Et d'après les études réalisées par des experts en architecture, le flot incessant de voyageurs est à l'origine de dommages irréversibles sur le sol en marbre. Les murs ainsi que les fondations du palais funéraire. Les autorités cherchent à lutter contre le jaunissement du marbre blanc, la pollution des usines et des transports et les excréments d'insectes venus de la rivière Yamuna, parmi les plus pollués du monde. Ce que les protecteurs du patrimoine ont fait. Afin de protéger le Taj Mahal, le nombre d'entrées par jour a été réduit, passant de 70 000 personnes par jour en week-end à 40 000 personnes par jour.
plus, les États vont chercher à investir, exemple, institutions publiques afin d'avoir de meilleures écoles. Je comprends pas, j'ai mis ça en parenthèse. Vont chercher à investir pour que les nouvelles générations puissent innover. Ah oui, du coup, j'ai mis en exemple les institutions publiques afin d'avoir de meilleures écoles. Innover afin de toujours améliorer notre confort et ainsi de nouvelles inventions verront le jour. Est-ce que mon petit exposé vous plaît? Oh purée, attendez, négatif. Mais attendez, what? Je suis où là? Je suis où? Oh là là, ok, il y a encore beaucoup de positifs. La mondialisation a ainsi augmenté la compétitivité des entreprises qui peut être soit la compétitivité prix, proposer un produit à un prix ou un coût inférieur, textile, vêtements, Bangladesh quoi, ou la compétitivité hors prix, capacité de vendre un produit indépendamment de son prix, dû à l'image de la marque. Donc exemple, le t-shirt d'une entreprise de luxe versus Carrefour ne vont pas avoir le même prix alors que pourtant ça peut être la même chose. Et la mondialisation a permis de réduire les inégalités externes entre les pays émergents et les pays développés. En effet, les pays émergents bénéficient d'un effet rattrapage en termes de PIB par habitant. Chine, Inde partagent des technologies des pays développés pour développer les autres. Le négatif, alors attendez, voilà. Mais l'échange international est inégal. Les pays du Nord et les pays émergents bénéficient d'un effet de rattrapage s'enrichissant au détriment des pays les moins avancés, les PMA. Et eux restent dans la pauvreté et creusent ainsi un plus grand écart. Donc là c'est l'Afrique subsaharienne. La mondialisation menace l'emploi peu qualifié dans les pays les plus développés. Ainsi, les inégalités internes se creusent. En effet, l'emploi peu qualifié peut être délocalisé dans un pays où la main-d'œuvre coûte moins cher, ce qui est une option plus attractive pour les entreprises qui cherchent toujours à produire au plus faible coût possible. Il y a également un effet de vas-y, là, je vois mal. En fait, c'est écrit en super petit. Je vois que dalle quand je lis. Il y a également un effet de déconstruction créatrice, car certains secteurs sont délocalisés et ainsi le métier disparaît pour laisser place à un nouveau, mais les employés ne sont pas forcément aptes à les faire. Exemple, usine de textile en France, avant c'était Roubaix, maintenant c'est délocalisé. La mondialisation a aussi conduit à une dégradation de l'environnement. Les pays veulent être, oui c'est vrai, les pays veulent être le plus productif possible en défaveur de l'environnement qui doit faire face à la pollution CO2 de deux premières puissances mondiales, États-Unis et Chine. Voilà, c'est de leur faute là. 3. Les solutions. Waouh, j'ai trouvé des solutions. Alors les solutions avec des exemples déjà connus, plus le coronax et ses conséquences. 3. Les solutions, d'accord. C'est pourquoi on pourrait penser à des solutions qui sont pour certaines déjà mises en place, comme certains pays qui n'ont pas les moyens d'innover, ils décident de faire de la contrefaçon. C'est ça ma solution. Ainsi,